Professeur Perronnet, bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps et d'accorder un peu de temps à l'AFUF. On voulait vous poser quelques questions pour avoir votre retour d'expert sur l'innovation technique en urologie et particulièrement en urologie fonctionnelle. Selon vous, quelles sont les grandes perspectives d'évolution dans les 5, 10, 15 ans qui viennent? Merci beaucoup de m'inviter à discuter de ces questions avec vous. L'innovation, j'adore. L'urologie fonctionnelle, j'adore. Donc l'innovation en urologie fonctionnelle, j'adore encore plus. Et il y a beaucoup à dire. C'est vrai que on pourrait penser que l'urologie fonctionnelle bouge moins peut-être que la cancérologie où il y a beaucoup plus d'argent pour faire de la recherche. Mais en réalité, il y a beaucoup d'innovation en urologie fonctionnelle parce qu'il y a aussi beaucoup de unmet need et beaucoup plus je pense, selon moi, de choses à améliorer en fonctionnel encore qu'en cancérologie. Et donc, je pourrais faire une longue réponse sur l'innovation, mais je vais sélectionner quelques trucs. L'innovation en urologie fonctionnelle dans les années à venir, la première que je vois, c'est la robotique. La robotique, c'est pas que fonctionnel, c'est pour toute la chirurgie et la chirurgie abdominale, mais même au-delà. Mais en urologie fonctionnelle, c'est vrai qu'on a toutes ces procédures complexes, on a une plus grande variété de procédures, plus variables que en cancérologie où c'est quand même plus standardisé. Et donc tous les atouts de la robotique que sont la visualisation, toutes les facilitations pour l'éducation des jeunes, la double console, la simulation, tous ces attraits-là de la robotique sont particulièrement bien adaptés à l'urologie fonctionnelle et on voit que la robotique en urologie fonctionnelle reconstructrice se développe énormément et que on peut être heureux. La France est très motrice là-dedans. On a énormément de leaders d'opinion sur le sujet. On est un peu en avant sur beaucoup de pays. Et donc ça, c'est un premier. Le deuxième que je vois, c'est forcément le sphincter électromécanique, avec notamment la société Euromems de la Pitié-Salpêtrière, Pierre Moser et Emmanuel Chartier-Kessler. Et là, en vous disant ça, on se rend compte que l'innovation en urologie fonctionnelle est française, puisque c'est aussi une société française et qui avance de façon admirable avec des études extrêmement solides. Ils ont leurs 2 études pivots chez l'homme, chez la femme, et là, ils commencent l'étude, on va dire, multicentrique internationale pour l'homme, on espère ensuite pour la femme. Donc voilà, le sphincter électromécanique, donc sphincter sans pompe, avec une pression ajustable qui va forcément révolutionner le traitement de l'insuffisance sphinctérienne de l'homme et de la femme dans les années à venir. Il y en a d'autres, il y a quelques autres pays qui innovent. On a notamment le wireless urodynamique avec l'équipe de la Cleveland Clinic qui a maintenant, mis sur le marché aux États-Unis, peut-être on l'espère en Europe bientôt, cette espèce de, comme le bretzel en oncologie, cette espèce de bout de son de Gigi qui enregistre en temps réel les pressions dans la vessie. En vous disant tout ça, je fais un peu de teasing pour l'EAU de Londres en mars prochain où on aura une session dédiée innovation en urologie fonctionnelle et tous ces topics seront abordés. Il y a également énormément d'innovations sur la neuromodulation, plein de nouvelles techniques de neuromodulation, tibiale implantable, transcraniale, péronéale, donc on se développe aussi là-dessus. Donc l'innovation, il y en a énormément et c'est très excitant parce qu'on va pouvoir soigner de mieux en mieux nos patients. Et donc on voit que c'est un domaine extrêmement riche, foisonnant, qui a beaucoup de choses. Ça peut être peut-être un peu effrayant pour un jeune qui voudrait s'engager. Donc est-ce que tu aurais des conseils pour l'interne, le chef, ou en tout cas le jeune urologue qui veut se lancer, s'impliquer dans l'innovation et la recherche en urologie fonctionnelle? Alors Denis, merci de me donner cette tribune parce que justement, ça peut être effrayant ou au contraire stimulant et excitant. Et le conseil que j'aurais aux jeunes urologues qui voudraient faire de la recherche, indépendamment même de l'urologie fonctionnelle, c'est de lui dire « Viens en urologie fonctionnelle ». Car tu auras un impact beaucoup plus important qu'en oncologie parce qu'il y a tellement à faire. Et avec tes petits bras et tes petites jambes et ta petite tête, tu vas pouvoir contribuer parce que bien sûr, c'est beaucoup moins industrialisé, la recherche dans l'urologie fonctionnelle, il y a beaucoup moins d'argent. Alors ça peut être déprimant parce qu'on dit que ça avance moins vite, mais on voit tous ces projets et surtout on peut avoir, je pense, plus d'impact. Donc au contraire, je dirais, venez en urologie fonctionnelle. Il y a énormément de domaines sur lesquels on peut progresser. L'innovation dont on a parlé, mais il y a encore plein de choses en pratique clinique qu'on ne comprend pas très bien. Et donc s'ils ont envie de faire de la recherche, il faut qu'ils fassent de l'urologie fonctionnelle. C'est obligatoire. J'avais aussi une petite question finalement, puisque on parle d'innovation, il y a un peu un éléphant dans la pièce, là, une révolution dont on parle tous, qui nous touche aussi, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as une opinion, un avis, des conseils à ce sujet? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce qu'il faut l'embrasser totalement? C'est un truc qu'il faut intégrer? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je suis comme nous tous, là, pour le coup, en tant même que citoyen. Je vois l'intelligence artificielle je suis à la CIFUD, je vois que la plupart des topos ont été faits avec ChatGPT. Donc, elle est là, l'intelligence artificielle, on peut pas le nier.
Évidemment que j'ai quelques réserves, comme je pense beaucoup de gens, et que je suis parfois un peu inquiet sur certains débordements possibles. Je pense que c'est bien qu'on continue à utiliser nos cerveaux humains, pas artificiels, pour un certain nombre de choses, mais c'est évidemment, et si on revient à la recherche, des opportunités en termes de recherche exceptionnelles. Et là encore, la cancérologie est venue d'abord parce que ça excite peut-être plus les intérêts, mais en urologie fonctionnelle, sur la lecture de l'urodynamique, sur évidemment les statistiques avancées, sur tout un tas de choses, l'éducation des patients, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, et sur la chirurgie elle-même, en termes de recherche, mais en termes de pratique clinique, j'ai quelques startups d'intelligence artificielle avec qui je travaille pour implémenter vraiment, comme on a cette espèce d'espoir fou depuis quelques années, mais qui devient de plus en plus concret, de l'intelligence artificielle dans la chirurgie robotique, notamment pour l'éducation, on en parlait, pour améliorer l'apprentissage, faciliter l'apprentissage, et ensuite pour même, on l'espère, mais on voit que ça devient de plus en plus concret, un guide à la pratique chirurgicale, mais bien entendu, pour finir sur les réserves, je ne souhaite pas qu'un robot avec une intelligence artificielle opère mes patients, mais si ça peut m'aider, moi, à mieux les opérer, je pense que c'est une bonne opportunité et qu'il faut évidemment l'embrasser. Professeur Perronnet, merci. Merci de nous avoir accordé votre temps pour ces conseils et ces perspectives. Merci beaucoup.